Un mari rentre chez lui plus tôt que prévu. Ce qu'il découvre dans sa chambre va détruire sa vie en une seconde. Mais ce qu'il croit voir n'est pas la vérité. Une femme fidèle accusée à tort, un ami qui trahit et un terrible malentendu qui coûtera presque une vie. Quand l'apparence devient plus forte que la réalité, peut-on encore sauver l'amour ? Cette histoire va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité, où chaque récit révèle les faces cachées des relations humaines. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous. Nous aimons savoir où nos histoires voyagent. Aujourd'hui, vous découvrirez comment un simple geste d'amitié peut se transformer en cauchemar, et comment la vérité, même enfouie, finit toujours par éclater. Installez-vous confortablement. L'histoire commence maintenant. Damien roulait vers chez lui. Le matin, il avait appelé sa femme Émilie pour lui dire « Le travail en déplacement est terminé. Je pars aujourd'hui. Je serai là demain matin tôt. Tout dépend de comment je roule. Damien, ne conduis pas trop vite. J'ai besoin de toi vivant. D'accord, attends-moi. Je t'attends. » Après le travail, Émilie était passée dans un magasin d'informatique où Damien avait repéré un écran énorme pour son activité. Elle avait décidé de lui faire une surprise et avait acheté l'écran. On avait vérifié, emballé et remis. C'est alors qu'un problème s'était présenté. Le magasin n'assurait pas de livraison et Émilie avait encore d'autres sacs. Elle avait décidé de tout traîner jusqu'à la station de taxi et de rentrer chez elle. Elle avançait donc en poussant devant elle le carton contenant l'écran qui n'était pas particulièrement lourd, mais difficile à porter avec les autres achats. Soudain, Jérôme l'avait interpellée. C'était le mari d'Agathe, son amie. « Émilie, salut, qu'est-ce que tu fais là ?»« Oh, Jérôme, bonjour, quelle chance de te croiser. J'ai acheté un nouvel écran grand format pour Damien et je le ramène à la maison. » « Attends, où est-il ? » ?»« Il est en déplacement. Il rentre demain matin, c'est une surprise pour lui. »« Je vois, laisse-moi t'aider. Et toi, d'où tu viens ? » ?»« J'étais à l'hôpital voir Agathe. »« Comment va-t-elle ? » ?»« Tout va bien. Elle doit accoucher bientôt, comme tu sais. » Mais le médecin l'a mise au repos jusqu'à l'accouchement par précaution. Je suis allé lui porter des affaires. J'ai parlé avec elle à travers la vitre. Et là, je rentre. Jérôme prit le carton avec l'écran et ils se dirigèrent vers la maison d'Émilie. Une demi-heure plus tard, il montait l'écran dans la pièce et demandait où le brancher. Nulle part pour l'instant. Damien a emporté l'unité centrale et l'ordinateur portable avec lui. Jérôme posa le carton dans un coin. Émilie demanda « Comment tu te débrouilles tout seul ? Je peux te préparer quelque chose ? Avec plaisir, tu sais. Je ne cuisine presque pas à la maison. Je déjeune au café et pour le dîner, c'est charcuterie, fromage. Bref, ce que j'achète, je le mange. Quand Agathe sortira de la maternité, là, je lui préparerai un vrai repas. Vous avez de la chance. Bientôt un petit bout chez vous. Et vous, avec Damien, comment ça va ? Oh, Jérôme, on y pense aussi. Émilie dressa la table dans la cuisine pendant que Jérôme regardait les informations à la télévision dans le salon. Elle l'appela et ils s'installèrent pour dîner. À table, ils parlèrent de l'avenir, des enfants. Il était déjà tard. Jérôme s'apprêtait à rentrer chez lui quand Émilie dit « Jérôme, reste ici. Je vais te faire un lit dans le salon. » Et Damien ne sera pas jaloux ? Mais non, Damien est quelqu'un de bien et il sait que je l'aime et que je n'ai aucune intention de le tromper. En plus, nous sommes amis et les vrais amis ne se permettent aucune liberté dans leur relation. Bon, d'accord alors. Émilie installa Jérôme dans le salon, puis passa dans la chambre et se coucha. Damien arriva devant l'immeuble vers 6 heures du matin, prit son sac et son ordinateur portable et monta. Il entra distraitement dans l'appartement et vit dans le couloir des vêtements étrangers suspendus. Il posa son sac et son ordinateur par terre. « Je ne comprends pas, pensa-t-il. » Il entra dans le salon où un canapé vide était défait et des bruits venaient de la chambre. Il entra dans la chambre et vit un homme enlacer Émilie. Damien ne regarda pas plus loin, alluma la lumière, attrapa l'homme par l'épaule et le retourna face à lui. C'était Jérôme. Jérôme, avec qui ils étaient amis. Dans son désespoir, Damien lui donna un coup de poing au visage. L'autre tomba d'Émilie. Elle, voyant Damien, cria « Damien, ce n'est pas ce que tu crois, je vais tout expliquer. » « Je ne crois rien du tout. » Damien se retourna et sortit de la chambre. Il alla dans le couloir, ramassa son ordinateur et son sac, sortit et claqua la porte.
Le cri d'Émilie le poursuivait. « Damien, reviens, je t'en supplie, tu as tout mal compris. » Son cœur battait à tout rompre. Il ne comprenait pas comment c'était possible. Elle savait qu'il arriverait tôt ce matin. Et quand avait-elle eu le temps de s'entendre avec Jérôme alors que sa femme était au repos en maternité? Peut-être avait-elle déjà accouché? Damien démarra la voiture et quitta la cour. Il roulait dans les rues sombres sans savoir où aller. À ce moment-là, la porte de l'appartement s'ouvrit bruyamment et Jérôme fut éjecté sur le palier en caleçon, suivi de ses vêtements et chaussures jetés après lui. Il suppliait Émilie. « Émilie, pardon, le diable m'a tenté. Et puis il ne s'est rien passé. Je n'ai même pas enlevé mon caleçon. » « Tu es une ordure, Jérôme. Si Damien ne revient pas, je transformerai ta vie en enfer. Cherche-le et explique-lui comment tu as atterri dans mon lit. » « Mais il va me tuer. Il m'a déjà fracassé le visage. » « Ce n'est pas assez ce qu'il t'a donné. Dégage. Et ne dis rien à Agathe, que ça reste entre nous. » « Agathe, ça c'est une idée. Maintenant, je crois que je vais prendre des nunchakus de Damien et te raccompagner. » Jérôme, sachant ce qu'étaient des nunchakus et que Milly les maniait assez bien après avoir appris sous la direction de Damien, se précipita vers la sortie et disparut dans l'obscurité. Émilie entra dans le salon et se laissa tomber sans force dans le vieux fauteuil. Quelle stupidité! Pourquoi avait-elle gardé Jérôme pour la nuit? Pourquoi diable s'était-il glissé dans son lit? Elle l'avait entendu à travers son sommeil se lever pour aller aux toilettes dans la nuit, et soudain elle l'avait senti se coucher près d'elle, essayer de l'enlacer, se pencher sur elle. Elle s'était mise à résister violemment quand soudain la lumière s'était allumée. C'était Damien qui l'avait allumée. Il avait retourné Jérôme face à lui et l'avait frappé, puis s'était dirigé vers la sortie de l'appartement. Elle avait compris que Damien partait. Elle s'était levée d'un bond en tentant de l'arrêter, criant « Damien, tu as tout mal compris. Damien, reviens, je t'en supplie. » Mais Damien n'était pas revenu. Il avait démarré la voiture et était parti. Elle était rentrée dans l'appartement, avait attrapé Jérôme par les cheveux, l'avait traîné sur le palier et jeté ses vêtements derrière lui. Elle était assise et se demandait quoi faire maintenant. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Damien. Une voix féminine impassible annonça « Le correspondant que vous appelez est éteint ou hors de portée du réseau. » La première chose que Damien avait faite en reprenant un peu ses esprits était d'éteindre son téléphone. Arrêté sur un parking, il réfléchissait à la suite de sa vie. Il y avait encore une demi-heure. Il avait tout. Une femme, une vie de couple heureuse, des amis. Et tout avait disparu en un instant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'avait nulle part où aller. Il se rendit à la gare où les kiosques fonctionnaient 24 heures sur 24, acheta un journal avec des annonces de location de logement, examina tout attentivement et nota plusieurs options. Après 8 heures, il commença à appeler les propriétaires d'appartements. Après 1 heure d'appel, il trouva une offre qui l'intéressa. Ils convinrent d'un rendez-vous avec la propriétaire. En attendant, Damien acheta un nouveau téléphone portable et une nouvelle carte SIM. L'appartement était dans le centre. Il avait toujours voulu y vivre. Une chambre dans un 2 pièces était proposée à la location. La seconde était fermée à clé. La durée de location était de 3 mois. Le loyer était peu élevé et convenait parfaitement à Damien. Après avoir garé sa voiture près du nouvel appartement, il se connecta à Internet et vérifia sa messagerie. Il avait 2 boîtes aux lettres électroniques, une pour la correspondance personnelle, une autre pour le travail. C'était justement cette seconde boîte que Damien contrôlait constamment, et la chance lui sourit. Le programme qu'il avait développé avait attiré l'attention d'une grande entreprise britannique. Il proposait un très bon prix pour l'acquérir. De plus, ils écrivaient que si les conditions proposées lui convenaient, à savoir l'aide aux mises à jour et à l'amélioration du programme, ils étaient prêts à lui verser cette somme et à lui verser par la suite un pourcentage des bénéfices. Les fichiers sources restaient chez Damien. Il répondit immédiatement qu'il acceptait de signer un contrat à ces conditions. Ils répondirent rapidement. Ils informèrent qu'un de leurs spécialistes venait spécialement pour les négociations et demandèrent un numéro de contact. Damien envoya le numéro de son nouveau téléphone. Après avoir terminé la correspondance, il était assis seul dans sa chambre, complètement abasourdi. À ce moment-là, de l'argent en euros arriva sur son compte et c'était une somme à 6 zéros. Il pouvait se permettre d'acheter son propre appartement. Il pouvait partir vivre à l'étranger. C'était terriblement triste qu'Émilie ne soit pas là. Il voulait l'appeler, mais chassa cette pensée. Le journal, avec les annonces, était encore en sa possession.
Damien parcourut la section vente d'appartements. Un appartement dans un immeuble neuf du centre, près de son logement actuel, lui plut. Il contacta les propriétaires et convint d'un rendez-vous. Le matin, il se présenta à cet immeuble. Les propriétaires de l'appartement, mari et femme, étaient sur place. Bien que l'immeuble ait été livré récemment, l'appartement était encombré et nécessitait des travaux de rafraîchissement. Les propriétaires expliquèrent qu'ils l'avaient loué et que les locataires ne s'étaient guère souciés de le préserver. De plus, le dernier occupant avait même démonté la plomberie, vendu la baignoire et l'évier de la cuisine. Après cela, les époux avaient décidé que gagner de l'argent avec la location n'était pas leur voie et avaient mis l'appartement en vente. Ils discutèrent des conditions et Damien obtint une réduction pour la plomberie manquante. Le lundi, il contacta le directeur de son entreprise et prit des congés suivis d'une démission. Le même jour, ils conclurent le contrat de vente. Et dès le mardi, Damien devint propriétaire du logement. Il appela Quentin, un vieil ami qui dirigeait une entreprise de construction spécialisée dans l'aménagement de bureaux. Lui expliqua la tâche et convint d'un rendez-vous. Celui-ci arriva accompagné d'une belle jeune femme, ingénieur maîtreur. Il la présenta à Damien. « Fais connaissance, voici Caroline. Elle va prendre les mesures de l'appartement et établir un devis pour les travaux. » « Pourquoi prendre des mesures ? J'ai les plans techniques et le certificat cadastral de l'appartement. Toutes les dimensions y figurent, non ? Et la surface des murs et plafonds à refaire est indiquée ? Ou tu es prêt à payer pour des travaux sur des murs qui n'ont pas besoin d'être réparés ? Quentin, je te connais depuis l'école. Tu ne m'as jamais donné de raison de douter de toi. Je ne pense pas que tu décides de m'arnaquer. » Ils entrèrent dans l'appartement. Quentin examina tout attentivement. Ils discutèrent de tout dans les moindres détails et en plus, rénovation du balcon et de la loggia, remplacement de la porte d'entrée par une porte métallique et remplacement de toutes les portes intérieures. Damien proposa de poser un sol en pierre dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Elle avait répondu « On peut, mais il y a aussi des inconvénients. Un sol en pierre est très dur, et si quelque chose en verre tombe dessus, il y a de grandes chances pour que ça se casse. En plus, c'est froid, bruyant et glissant, et les surfaces claires devront être lavées plusieurs fois par jour pour rester présentables. Et donc, aucun avantage ? Pourquoi non ? Résistance à l'usure, praticité, longévité, solidité, facilité d'entretien, intervint Quentin. Damien, ne te complique pas la vie. Dans la cuisine, l'entrée et la salle d'eau, on mettra un sol en pierre, et dans la chambre, la future chambre d'enfant et le salon, on fera du bois. Caroline, pour quand le devis ? Demain après-midi. Damien laissa les clés de l'appartement et donna à Caroline son numéro de téléphone. Sur le chemin du retour, il s'arrêta au supermarché pour acheter à manger. Le soir, il était assis seul devant son ordinateur portable, buvait de la bière et se demandait comment vivre désormais. L'image restait devant ses yeux. Jérôme et dans ses bras, Émilie. Comprendre, peut-être, serait encore possible, mais pardonner, non. Il ne pouvait pas l'accepter. Le matin, le téléphone sonna. Damien décrocha. Son interlocuteur s'adressa à lui en anglais. Damien comprit que c'était le spécialiste de la société, prénommé Stanley, venu le rencontrer. Il s'était installé à l'hôtel et l'attendait. 1 heure plus tard, Damien était dans sa chambre. Stanley, pris d'une quinte de toux, s'excusa et expliqua qu'il avait probablement pris froid, ayant passé 1 mois dans la jungle africaine à mener des négociations difficiles pour le compte de l'entreprise. Il dit que dès le lendemain matin, il repartait pour Londres, au siège. Ils signèrent tous les documents et se séparèrent. Caroline appela, annonça le montant des travaux et précisa. « Le chantier sera terminé dans le courant d'1 mois. » « Pourquoi si long, Caroline ? Nous ne sommes pas une émission de télé qui raconte des histoires pour rénover en 3 jours. Si, selon la technique, un enduit doit sécher 3 jours, il séchera 3 jours. Et d'ici là, personne ne fera autre chose dessus. C'est pour ça que ça prend environ 1 mois. Au fait, la nouvelle porte d'entrée est déjà en cours de pose. Tu veux aussi qu'on s'occupe des meubles ? Oui, j'aimerais que la cuisine soit prête tout de suite, avec un réfrigérateur, un lave-vaisselle, une cuisinière. On s'en occupe, mais ce sera facturé à part. On fait aussi l'ameublement, surtout les cuisines, alors on va la concevoir. Damien vivait dans l'appartement loué et sortait à peine. L'ancien téléphone, dont il ne se servait presque plus, restait éteint, mais par habitude, il le gardait sur lui.
Il n'avait plus de contact avec leurs amis communs, ceux qui le connaissaient, lui et Émilie. Un jour, Caroline l'appela pour lui dire que les travaux étaient terminés. Il se rendit dans l'appartement rénové. Caroline et Quentin l'y attendaient déjà. Ils examinèrent les travaux effectués. Quentin souligna qu'ils avaient ajouté des prises dans le couloir, la cuisine, la chambre et la pièce destinée au futur bureau. En plus, ils avaient posé des fenêtres modernes. « Alors Damien, tout te convient ?» Le procès-verbal fut signé. La cuisine était superbe. Si Émilie l'avait vue, elle en aurait été ravie. Tous ces jours-là, il pensait sans cesse à elle, lui parlait en pensée, la blâmant pour ce qu'elle avait fait, mais il ne faisait aucune tentative pour la voir ou demander des explications. Il avait vécu 5 années avec Émilie. Il l'avait rencontrée en dernière année d'études, en boîte de nuit. Il achevait sa formation de programmeur, elle terminait des études d'économie. Tout s'était enchaîné très vite. Il s'était marié et avait emménagé dans l'appartement d'Émilie. Après le départ de Damien, Émilie fit tout son possible pour le retrouver. Elle ne dit rien à Agathe de ce qui s'était passé. Celle-ci venait d'avoir une petite fille et se préparait à sortir de la maternité. Au téléphone, elle racontait que Jérôme l'attendait avec impatience, qu'il se préparait à son retour. Elle était heureuse. Émilie ne trouva pas le courage de lui parler de ce qui était arrivé. Au travail, elle remarqua soudain que son chef de service, un certain Gérard, avait commencé à lui faire la cour. Un jour, pendant la pause déjeuner, il s'assit à sa table au café et lui proposa de se voir le soir et de dîner au restaurant. Le ton sur lequel il avait dit cela troubla tellement Émilie qu'elle ne sut que répondre. Après avoir tout réfléchi, elle téléphona à sa femme et lui raconta tout. « Dans quel café a lieu le rendez-vous » demanda celle-ci. « Au café Entre les Pins. »« Émilie, ne vous inquiétez pas, je vais régler ça moi-même. » Le lendemain, Gérard entra dans son bureau et, profitant du fait qu'elle était seule, lui demanda pardon pour son comportement de la veille. Sous son œil, on distinguait un bleu soigneusement dissimulé sous du fond de teint. Les recherches de Damien se poursuivaient, mais sans résultat pour l'instant. Son téléphone restait obstinément silencieux. Agathe sortit de la maternité, mais Émilie ne vint pas accueillir son amie. Elle ne voulait pas voir Jérôme. Néanmoins, le soir même, Agathe la rappela et entama une conversation sur ce qui s'était passé. « Émilie, je compatis sincèrement. Jérôme m'a tout raconté et je comprends tout. Agathe, je sais bien que je n'aurais pas dû garder Jérôme pour la nuit chez moi. Ne t'inquiète pas, depuis aujourd'hui, il couche dans la rue. » Comment ça? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je l'ai mis dehors. Oh Agathe, comment tu vas faire toute seule avec le bébé? Émilie, il y a quelque chose que tu ignores et que j'ignorais aussi. Tu ne sais pas comment je l'ai fait craquer. C'était simple et stupide. Je l'ai envoyé au magasin et pendant ce temps, sa maîtresse m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle l'aimait et qu'à cause de moi qui l'avait liée avec un enfant, il ne pouvait pas la rejoindre. Quand Jérôme est rentré, je l'ai installé dans la cuisine et j'ai dit « Raconte tout ». Ne sachant pas exactement ce que je savais, il m'a raconté comment il avait tenté de se glisser dans ton lit et comment Damien lui avait mis un coup. Que Damien t'avait quitté en pensant que vous faisiez l'amour, pour dire les choses poliment. J'ai écouté tout ça. Et ensuite seulement j'ai posé des questions sur la maîtresse, celle vers qui il ne peut pas aller parce que je l'ai attachée avec un enfant. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Que c'était un moment d'égarement, qu'il n'aimait que moi. J'ai fait sa valise et je l'ai jetée dehors. Tu ne regrettes pas? Non. Pas une seconde, je ne doute de ce que j'ai fait. Agathe, comment puis-je t'aider? Viens demain, on parlera. J'aurais bien besoin d'aide, effectivement. Les deux amis se retrouvèrent le lendemain. Émilie tenait le nouveau-né dans ses bras et les larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi tu pleures comme ça ?» demanda Agathe. « Moi aussi j'en veux un comme ça. » « Ne t'inquiète pas, tu en auras un. Je ne sais juste pas si ce sera un garçon ou une fille. » Damien voulait un garçon. Tu vois, ton mari n'est pas contre, alors arrête de pleurer. Je n'arrive pas à le retrouver. Qui? Damien. Il a éteint son téléphone. Sur Internet, il ne répond pas aux messages. Au travail, il a pris des congés suivis d'une démission. Je suis désespéré, Agathe. Reprends-toi. Après tout, vous êtes mariée femme, et il devra dissoudre le mariage, donc saisir le tribunal. Et là, au moment du divorce, vous vous reverrez et il sera obligé de t'écouter. Et s'il trouve une autre femme et tombe amoureux d'elle, il vit bien quelque part. Non, ton Damien n'est pas comme ça.
Ce n'est pas un coureur, et sa réaction à ce qu'il a vu prouve qu'il teine et qu'il souffre sûrement de tout ça lui aussi. Réfléchissons à comment le retrouver. Agathe, je pensais que c'était moi qui venais t'aider, et voilà que c'est toi qui m'aides. Il me suffit juste que quelqu'un aille parfois faire les courses. Mais ma mère m'aide aussi pour ça. Les parents de Jérôme sont venus. J'ai discuté avec eux et j'ai dit que c'était mon enfant, et que je n'avais besoin de rien de Jérôme. J'ai l'intention de divorcer. Ce sera dur toute seule. Mais je ne suis pas seule. Il y a toi, il y a maman. Je ne sais pas. Laisse-moi laver les langes. Émilie, quel lange? Le monde a dépassé ces technologies. Il y a les couches. Tu viens d'ailleurs d'en apporter un paquet en cadeau. Je n'y ai pas pensé, mais je peux laver les chemises, brassières, grenouillères. Les langes ne sont pas supprimés non plus. Et d'ailleurs, j'en ai apporté 2 lots en flanelle et coton doux. Merci, Émilie. Aujourd'hui, la machine s'occupe de tout. Allons plutôt prendre le thé. Damien marchait dans les pièces vides. Il fallait prendre des décisions, autrement dit, acheter des meubles. Il se rendit dans un magasin de meubles, choisit un bureau qui lui plaisait, des chaises de bureau, une chambre à coucher, et acheta également du linge de lit. Il régla tout. Au moment du paiement, il apparut que le magasin assurait uniquement la livraison et la montée à l'étage, mais pas l'assemblage. Après réflexion, Damien se dit qu'il était bien capable d'assembler les meubles lui-même, et ça lui donnerait une occupation pour les soirées. Il organisa la livraison et partit attendre. En chemin, il passa par l'appartement loué, rassembla ses affaires, les chargea et les transporta à son nouveau domicile. Au travail d'Émilie circulait la rumeur d'une soirée d'entreprise prévue le vendredi suivant. Tout cela lui déplaisait. Le directeur se comportait de façon bien trop libre avec elle. Comme il était ami avec le chef de service qu'Émilie avait réussi à remettre à sa place, elle comprenait que celui-ci avait partagé ses élucubrations avec le directeur. On lui dit clairement qu'elle devait être présente à l'événement célébrant la création de l'entreprise. Émilie demanda conseil à Agathe. Après l'avoir écoutée, Agathe dit « Démissionne. De toute façon, ils ne te laisseront pas travailler tant que tu n'auras pas couché avec eux. Et très probablement, c'est Jérôme qui a balancé des infos sur toi. Il ne peut pas pardonner que tu l'aies rejeté et qu'il ait pris un coup de poing de Damien. » Le jeudi, Émilie entra dans le bureau du directeur. En la voyant, il se réjouit et dit « Émilie, demain à la soirée, tu seras la reine. Et pourquoi pas aujourd'hui ? Je suis un peu occupé ce soir, mais si tu n'es pas contre, on peut se voir aussi aujourd'hui. Il y a peu de chances que ça arrive. Ce que vous voulez n'a jamais existé et n'existera jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Voici ma lettre de démission. Je démissionne dès demain, puisque vous n'avez pas besoin de spécialistes ici. Où comptes-tu aller ? Là où on apprécie les spécialistes. On les met dans leur lit. Émilie, ton mari t'a quitté, tu vis seule. Tu es une femme vivante et en plus très séduisante. Je prévoyais de t'annoncer demain comme mon adjointe. Et en échange de quoi ? Une petite nuit d'amour pour moi et ton chef de service. Incroyable, vous proposez même une partouze. Comme si le coup que sa femme lui a mis ne suffisait pas, ça sera une petite compensation. En plus, en devenant mon adjointe, tu le dépasses dans la hiérarchie. Excusez-moi, vous êtes stupide ? Non, j'ai tout prévu. Moi aussi. Voici un dictaphone, j'ai tout enregistré. J'ai aussi enregistré vos propositions ignobles sur mon portable. Avec ça, je vais maintenant au parquet, et le procureur de la ville est une femme. Le directeur comprit qu'il était piégé et se maudit pour sa langue trop pendue. Ce chef de service lui avait assuré qu'elle était une femme dévergondée, qu'elle couchait avec n'importe qui et que son mari l'avait quittée pour ça. Et son refus de venir à son rendez-vous n'était que du flirt. Il avait omis de mentionner que sa propre femme lui avait mis un coup. Le directeur bondit de son bureau avec l'intention de lui arracher le dictaphone et le téléphone pour détruire les enregistrements. Mais Émilie l'arrêta en disant « Mon mari est programmeur et je peux vous assurer qu'il est très bon. En utilisant les connaissances que j'ai apprises de lui, j'ai contourné la protection et toute notre conversation a été diffusée dans tout le bureau. De plus, elle est sauvegardée dans les profondeurs de notre réseau. » En parlant, Émilie réduisit la distance entre elle et le directeur. Soudain, elle lui donna une gifle retentissante et s'exclama « Pourquoi m'avez-vous frappé ? C'est digne d'un homme, ça ?» Et en pleurant, elle sortit précipitamment du bureau.
Dans le couloir se tenaient les employés qui avaient entendu la diffusion. En voyant Émilie, ils applaudirent. Le chef de service, le visage rouge comme une écrevisse, se précipita dans le bureau du directeur. Un scandale sérieux se préparait. Le lendemain, la soirée d'entreprise fut annulée. Le directeur, le chef de service et Émilie étaient absents de leur poste. Émilie se considérait comme licenciée et dès le matin était allée aider Agathe. Le directeur fut convoqué par les fondateurs à qui on avait déjà rapporté le scandale, et il ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé. Le chef de service, le visage tuméfié, parcourait la ville à la recherche d'un logement, car des âmes charitables avaient déjà appelé sa femme. Quand il arriva à son pavillon, ses affaires étaient dans la cour. Il tenta de s'expliquer avec sa femme, mais au final, elle le frappa. Damien supervisait le déchargement des meubles, les dirigeant directement aux bons endroits. Après le départ des livreurs, il parcourut les notices de montage et alla acheter des outils. Tournevis, visseuses, marteaux, pinces, clés plates et autres. Il rentra chez lui et commença par rassembler le bureau et les chaises de bureau. Pendant qu'il travaillait, une toux irrépressible commença. « C'est parce que j'ai pris froid pendant qu'on montait les meubles, pensa-t-il. Il n'avait plus la force d'assembler la chambre. Alors il déballa le matelas double place, le posa par terre, mit le nouveau linge de lit, prit une douche et se coucha en toussant péniblement dans son sommeil. En s'endormant, il pensait à ce qu'il fallait acquérir, essayant par ses plans de chasser les souvenirs d'Émilie. Néanmoins, elle lui apparut en rêve cette nuit-là et l'avertissait d'un danger qu'il ne voyait pas. Vers le matin, Damien fit à nouveau un rêve angoissant et confus. Il manquait d'air. Il volait quelque part, heurtant des chiffres. Il se réveilla couvert de sueur et toussait toujours péniblement. Dehors, il faisait déjà jour. Ressentant une faiblesse inexplicable, il pensa que ça passerait progressivement en bougeant. Il s'habilla, passa dans la cuisine, but un café. « Je vais aller au magasin, acheter à manger et rentrer. Je monterai les meubles », décida-t-il. La toux continuait et toutes les tentatives pour la calmer ne menaient à rien. Il fallait passer à la pharmacie, acheter quelque chose contre la toux. Malgré le vertige apparu, Damien prit son ancien téléphone, l'activa, regarda le numéro de la pharmacie mais renonça à appeler. « Elle doit être tout près, je peux y passer », décida-t-il. Il s'habilla, ferma la porte et sortit dans la rue. Par habitude, il prit les 2 téléphones avec lui. En passant devant un banc dans la cour, il fut assailli par une quinte de toux soudaine. Sa tête tourna et il s'effondra sans force sur le banc. Émilie était assise chez Agathe avec la petite. Agathe était partie au magasin et sa fille dormait paisiblement. À ce moment, son téléphone sonna. Regardant qui appelait, elle vit « C'est Damien ». Elle répondit aussitôt. « Damien, mon chéri, j'écoute ». En réponse, une voix de femme dit « Non, ce n'est pas Damien. Où est-il? Il faut que je lui parle, c'est important. Quel lien avez-vous avec lui? Je suis sa femme et je ne le laisserai à personne. Qui êtes-vous? Parfait. Croyez-moi, je n'ai pas l'intention de vous le prendre. Mais néanmoins, vous appelez de son téléphone. Ma petite, si vous aviez été un peu plus patiente et m'aviez écouté sans m'interrompre, nous n'aurions pas perdu de temps, et il n'y en a pas tant que ça. Pardon. C'est mieux ainsi. Je vous attends à l'hôpital des maladies infectieuses dans 1 heure. Demandez le docteur Véronique, c'est moi. Nous parlerons là-bas. À bientôt. À ce moment, la porte s'ouvrit et Agathe entra essoufflée dans l'appartement. Voyant au visage de son amie que quelque chose était arrivé, elle commença à se déshabiller tout en cherchant à savoir ce qui s'était passé. Émilie raconta l'étrange appel et le rendez-vous fixé à l'hôpital des maladies infectieuses. Agathe écouta attentivement son amie et dit « Une chose est claire, Damien est retrouvé, mais apparemment il lui est arrivé quelque chose. Je te le dis franchement, l'hôpital des maladies infectieuses, ce n'est pas une partie de plaisir, mais j'espère qu'ils vont le soigner. Va lui parler. » Émilie s'habilla et partit au rendez-vous. Au service des admissions où elle se présenta, on lui demanda d'attendre un peu. Elle attendit une 40aine de minutes. Une infirmière sortit et invita Émilie à la suivre. Elles se rendirent dans le service, au bureau de la responsable. Là, une femme sympathique les accueillit et invita Émilie à s'asseoir. Attendant que l'infirmière quitte le bureau, elle prit la parole. « Vous vous appelez Émilie et vous êtes l'épouse de Damien. »« Oui, c'est exact. J'aimerais voir Damien. Il faut que je lui parle. »
Lui parler de quoi? En fait, ce sont nos secrets de famille dans lesquels je n'implique pas les inconnus. Où est Damien et qu'est-ce qu'il a? Damien est ici dans une chambre, mais vous ne pourrez pas lui parler. Il est dans le coma. Et quand en sortira-t-il? S'il en sort, je l'ignore. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'aimerais le savoir aussi. Dites-moi, il est allé en Afrique? À ma connaissance, il n'y a jamais été. Très bien. Et le nom de Stanley vous dit quelque chose? Non, je ne connais personne portant ce nom. Que s'est-il passé exactement? Émilie, faisons comme ça. D'abord, vous me racontez ce qui s'est passé entre vous et Damien, et ensuite je vous raconterai ce qui lui est arrivé. Émilie raconta entièrement, sans rien cacher, ce jour fatal, le comportement ignoble de leur ami, comment elle avait cherché Damien pour tout lui expliquer, et comment elle avait perdu son travail parce que Jérôme avait commencé à répandre des mensonges sur elle. À son tour, le docteur Véronique dit « La situation est très grave. Damien a eu un peu de chance. Il a été récupéré par les urgences dans la cour d'un immeuble sur un banc. Il était inconscient. Par coïncidence, c'était la même équipe qui, il y a presque un mois, nous avait amené un étranger nommé Stanley, retrouvé inconscient près d'un hôtel. Ils l'ont amené ici. Heureusement, il avait son téléphone et nous avons pu contacter son employeur. Le fait est qu'il avait contracté une maladie africaine rare. Elle se soigne, mais le traitement coûte une somme folle à cause du prix des médicaments. L'entreprise où travaillait Stanley a acheté le médicament nécessaire et nous l'a livré par avion. Nous avons administré le reste du médicament à Damien. Cela le maintient en vie. Le plus important, c'est que c'est une maladie virale qui se transmet par voie aérienne lors de la toux. Pendant la période d'incubation, la personne n'est pas contagieuse, comme juste après. Mais ensuite, la toux commence, et là, elle devient vecteur de la maladie. Il va mourir. Je n'ai pas dit ça, mais il nous faut le médicament dans la semaine. Je peux le voir? Oui, mais seulement à travers une vitre. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas de médicament contre une telle maladie. Parce que le virus est instable et ne conserve sa stabilité que dans les régions chaudes du monde. En Afrique, par exemple. En arrivant chez nous, il meurt à cause des températures trop basses pour lui. Et ce Stanley? Tout va bien. Il est reparti. Il n'a pas terminé son traitement, effectivement. Il aurait dû rester encore une dizaine de jours, mais son entreprise l'a envoyé d'urgence à Paris, où ils l'ont mis sur un vol direct pour Londres. Elles passèrent dans le service et arrivèrent à la chambre. La chambre était divisée par une paroi vitrée en deux parties avec des entrées séparées. Dans une moitié se trouvait un lit, et Émilie y vit Damien. De lui partaient des fils dans toutes les directions. Une perfusion de sérum physiologique était installée. Les larmes coulèrent sur le visage d'Émilie. Voyant cela, le docteur Véronique mit fin à une entrevue en disant qu'il fallait maintenant trouver l'argent pour les médicaments, et elle annonça une somme inimaginable. Émilie revint chez Agathe et raconta ce qui était arrivé à Damien. Quand elle annonça la somme, Agathe demanda « Où trouver un tel argent? Tout ce que j'ai, je suis prête à te le donner. » J'y ai déjà pensé. Je vais vendre l'appartement. Et où vas-tu vivre? Je louerai quelque chose. Après tout, en ce moment, le plus important pour moi, c'est Damien. Émilie, pas besoin de louer. Viens t'installer chez moi. J'ai quand même 3 pièces. On se débrouillera. Je te donnerai une chambre. On trouvera aussi de la place pour tes meubles. Ne dis rien. C'est à ça que servent les amis. Les deux amies rédigèrent rapidement une annonce et la mirent en ligne. Entre-temps, elles appelèrent des connaissances, expliquèrent qu'il fallait aider à vendre l'appartement d'urgence, et cela donna des résultats. C'est justement par des connaissances qu'elles trouvèrent un couple qui cherchait un logement dans ce quartier et était prêt à payer immédiatement en euros au choix du vendeur, soit en liquide, soit par virement sur carte bancaire. Émilie contacta le docteur Véronique qui, par ses canaux, se mit en relation avec un fournisseur qui, connaissant bien Véronique, accepta depuis longtemps de livrer la marchandise sans acompte et tint parole. 2 jours plus tard, le médicament nécessaire au traitement fut livré. Ces mêmes jours, un représentant des fondateurs de l'entreprise de construction contacta Émilie et lui dit « L'incident survenu dans notre société nous déplaît énormément. Une enquête approfondie a été menée. Le fait de harcèlement sexuel à votre égard de la part du directeur et du chef de service a été confirmé. Néanmoins, pour ne pas nuire à la réputation de notre entreprise, nous vous demandons de ne pas porter l'affaire en justice. » C'est-à-dire qu'ils s'en tirent comme ça? Pas tout à fait.
Ils ont tous deux été licenciés pour des actes portant atteinte à la réputation commerciale de l'entreprise. Je vous en dis plus. La femme du directeur l'a mis dehors et a entamé une procédure de divorce. L'épouse du chef de service a fait de même. L'épouse du directeur est l'une des fondatrices de l'entreprise et elle vous a recommandé pour le poste de directrice. Je ne vais pas vous presser et je vous informe que vous n'êtes pas licencié. L'ordre en ce sens a été annulé et à la place, on vous accorde un congé de 3 ans. Pratiquement 3 mois. C'est plutôt inattendu. C'est justement pour cela que vous aurez le temps de réfléchir à notre proposition. Une seule demande. Passez aux ressources humaines, signez les ordres. Nous avons une vision complète du travail de l'entreprise. Nous savons que vous y avez travaillé 5 années et que vous vous êtes parfaitement distingué comme spécialiste de haut niveau. De plus, ce qui s'est passé a montré que vous êtes moralement solide, et ça compte beaucoup. Émilie se rendit ce jour-là au service des ressources humaines, où se trouvaient effectivement les ordres dont avait parlé le représentant des fondateurs. Elle signa tout ce qui était nécessaire. Entre-temps, elle apprit que l'ancien directeur s'était casé comme veilleur de nuit dans une société et vivait chez une alcoolique qui avait été autrefois une femme séduisante. Celle-ci avait travaillé comme secrétaire à l'accueil, mais s'était progressivement alcoolisée avec son supérieur, avec qui elle vivait en concubinage. Il était mort. Elle avait perdu son emploi. Elle avait recueilli le directeur qu'elle connaissait depuis longtemps et l'avait aidé à se faire embaucher comme gardien en utilisant d'anciennes relations. Concernant le chef de service, on lui raconta qu'il avait quitté la ville de peur de nouvelles représailles de sa femme et était rentré dans sa région d'origine. À la demande d'Émilie, on lui fournit au travail un véhicule et des personnes pour transporter ses affaires dans l'appartement d'Agathe. Par ironie du sort, le dernier objet à apporter dans l'appartement d'Agathe fut ce fameux écran maudit. L'argent fut obtenu. Émilie l'apporta au docteur Véronique et demanda « Pourquoi n'était-il pas possible d'obtenir ce médicament officiellement ?» Émilie, on aurait pu bien sûr, et officiellement. Mais pour cela, il aurait fallu obtenir une autorisation d'importation, et ça ne se fait pas en un jour. Ensuite, virer l'argent au fabricant sur la base d'un contrat, attendre qu'il prépare tout et nous l'envoie. Le temps que tout soit dédouané et que la cargaison nous parvienne, ça prend 2 semaines, voire 1 mois. Et Damien est dans le coma, et il n'a peut-être pas ce mois devant lui. Vous êtes sûr que ce n'est pas une contrefaçon ? Ne t'inquiète pas, la marchandise est de qualité. Ce fournisseur ne me trompera pas. Et quand Damien se réveillera-t-il ? Je ne sais pas. C'est un parcours complexe et tout dépend de l'état de son organisme. Et il est encore contagieux ? J'ai vu une infirmière entrer chez lui sans masque. Il n'est plus contagieux. Nous lui prélevons chaque jour des analyses, sang, salive, frottis. Les résultats sont encourageants. Et si je demandais la permission de rester avec lui dans la chambre ? Pourquoi tu ne tiens pas en place chez toi ? C'est qu'il n'y a plus de chez moi. J'ai vendu l'appartement pour acheter ce médicament. Et où vivez-vous maintenant ? Chez mon ami. Mais j'ai peur qu'en allant et venant ici, j'apporte une infection à son bébé. D'accord, je vais donner l'ordre. Il faut juste une blouse blanche. J'en ai une de réserve, justement à ta taille. Et pour le travail ? Émilie raconta au docteur Véronique ce qui s'était passé au travail. Après l'avoir écouté, elle remarqua. Quel vautour, tu as bien fait de tout rendre public. Et le fait qu'ils aient été virés, c'est comme on dit, la récompense à trouver son héros. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Depuis ce jour, Émilie s'installa pratiquement dans la chambre de Damien. Émilie était assise depuis 3 jours au chevet de Damien. Elle ne s'absentait nulle part et somnolait sur place, dans la chambre, assise sur une chaise et appuyée contre le mur. Le 2e jour, on lui apporta un déjeuner malgré ses protestations. Le docteur Véronique vint et dit « Si tu as décidé de devenir garde-malade à plein temps, sois gentille, nourris-toi. Ce repas lui est destiné, mais il ne peut pas manger lui-même. Il n'arrivera rien si c'est toi qui le manges. De plus, je ne peux pas mettre un 2e lit ici. Mais plus loin dans le couloir, il y a une chambre où tu peux dormir. Docteur Véronique, si je pars et que Damien se réveille soudain, l'infirmière te réveillera et ton aide ne sera pas nécessaire quand il reprendra connaissance. Mais c'est déjà proche. Je lui parle et j'ai l'impression qu'il entend et comprend tout. Le coma est une réaction défensive unique de l'organisme dans laquelle la conscience est absente. Mais là aussi, tout est possible. C'est un autre domaine. Il y a un avis selon lequel une personne dans le coma entend ou ressent ce qui se passe autour. On admet qu'au niveau du subconscient, elle perçoit certaines choses. Mais c'est peut-être simplement une illusion. Le résultat viendra, j'en suis sûr. Alors va dormir. Je resterai plus tard.
Je vais veiller encore un peu. Le docteur Véronique sortit, s'approcha de l'infirmière et demanda « Donne du thé à notre garde malade et ajoutis un somnifère. Dès que tu verras qu'elle pique du nez, emmène-la dans une chambre libre pour qu'elle dorme. Je serai dans la salle de garde. » 15 minutes plus tard, l'infirmière rapporta qu'Émilie avait été conduite dans une chambre libre et s'était déjà endormie. 1 heure plus tard, cette même infirmière signala que d'après les appareils, Damien montrait de l'activité et allait probablement bientôt reprendre connaissance. Damien revenait. Au début, il vit des formules, des chiffres, des cercles, puis l'obscurité. L'obscurité se dissipa et il sentit la lumière plus qu'il ne la vit. Il ouvrit les yeux, des ombres floues commencèrent à prendre forme. Devant lui était assise le docteur Véronique qui, voyant qu'il avait ouvert les yeux, dit « Bon retour ». Puis elle lui posa une question. « Damien, vous m'entendez ?» Clignait 2 fois des yeux, mais Damien, s'obstinant à vouloir parler, répondit soudain doucement. « Je vous entends. Où suis-je ?»« Il parle, bravo. Tu es à l'hôpital. »« Qu'est-ce que j'ai ?»« Une maladie africaine rare. Dis-moi, tu connaissais un citoyen britannique nommé Stanley ?»« Pourquoi connaissais ? Il est mort ?» répondit Damien, toujours en chuchotant. « Il est vivant. Nous l'avons soigné. J'ai communiqué avec lui pour le travail ici en ville, à l'hôtel. »« Ça fait longtemps que je suis ici ? » ?»« Un bon moment. Votre femme s'est occupée de vous. »« Ma femme ? D'où sort-elle ? » ?»« Nous l'avons retrouvée. Elle m'a trompé. Vous ne dites que ce que vos yeux ont vu et vous les avez crus. Votre amie a tenté de la violer, mais après que vous l'ayez frappée, elle a réussi à se libérer et à le mettre dehors. » Un silence s'installa. Damien réfléchissait à ce qui venait d'être dit et demanda « Où est-elle maintenant ?»« Elle dort dans la chambre voisine, car elle a passé 3 jours sans sommeil à ton chevet. De plus, elle n'a simplement nulle part où aller. Pour acheter ton médicament, elle a vendu son appartement, et c'était tout ce qu'elle avait. Je peux lui parler ? Pas maintenant. Elle aussi a besoin de repos, comme toi. » Damien repassa toute l'information dans sa tête encore une fois et demanda doucement. « J'avais des affaires, des clés, un carnet, une carte bancaire. Ils sont intacts ? On peut me les apporter ? » Oui, bien sûr, je vais donner l'ordre. Effectivement, 1 demi-heure plus tard, l'infirmière entra dans la chambre et apporta ce qui se trouvait dans les poches de Damien quand il avait été amené aux urgences. Il demanda de tout mettre dans le tiroir supérieur de la table de chevet. Ses forces l'abandonnèrent et il s'endormit. Il se réveilla dans l'après-midi. Il ouvrit les yeux et devant lui, sur une chaise, était assise Émilie, en larmes. Voyant qu'il s'était réveillé, elle essuya ses yeux avec un mouchoir, prit sa main et dit « Damien, on m'a dit que tu étais sorti du coma. Seulement, j'ai dormi trop longtemps et ils n'ont pas voulu me réveiller. Ne pleure pas, tout ira bien. Je suis revenu. Je veux te raconter cette nuit-là. Ce n'est pas nécessaire. Ce que j'ai besoin de savoir, je le sais déjà. Je ne comprends juste pas comment il s'est retrouvé dans notre appartement. Je t'avais acheté un grand écran en cadeau et je ne savais pas comment le ramener à la maison. Jérôme est tombé à pic et m'a aidé. Je l'ai nourri en remerciement. Il a dit qu'il irait voir Agathe le matin et que depuis chez nous, la maternité était plus proche. Et comme il était déjà tard, je lui ai proposé de passer la nuit chez nous. Maintenant, je comprends que j'ai fait une erreur stupide, mais je pensais que c'était un ami, un vrai ami. Je suis sûr que si tu avais dormi chez Agathe en son absence, tu ne te serais jamais glissé dans son lit en aucune circonstance. Toi, tu es vraiment un ami. Et lui s'est révélé être une vraie ordure. On m'a dit que tu avais vendu l'appartement. Comment allons-nous vivre ? Mon petit Damien, l'essentiel pour moi était que tu survives. Il n'y avait simplement pas le temps de chercher de l'argent. Agathe m'a aidé. Et où vis-tu maintenant ? Chez Agathe, elle a une fille si merveilleuse. Et que dit Jérôme ? Comment a-t-il pris tout ça ? Je ne sais pas ce qu'il dit. Agathe l'a mis dehors. Pour quelle raison ? Parce qu'il m'a harcelé et aussi parce qu'il avait une maîtresse. Et cette maîtresse a commencé à prétendre que Jérôme la rejoigne. Et alors, il est parti vivre chez sa maîtresse ? Je te l'ai dit, Agathe l'a mis dehors. À ses parents, elle a dit que c'était sa fille et qu'elle allait divorcer. Je vois. Ouvre le tiroir supérieur de la table de chevet. C'est fait. Qu'est-ce que je sors ? Premièrement, les clés. Deuxièmement, le carnet. Voilà. Ce sont les clés de mon nouvel appartement.
Dans le carnet se trouve une carte bancaire. Il y a une très grosse somme d'argent dessus. L'adresse de l'appartement est notée dans le carnet. Je n'irai pas là-bas sans toi. Et combien de temps je vais encore rester ici? Je ne sais pas, mais tu es si faible, tu ne peux même pas lever les bras. À ce moment, le docteur Véronique entra dans la chambre. Elle demanda « Émilie, change de place s'il te plaît, il faut que j'ausculte Damien. » Agathe nourrit le bébé, changea sa couche et celle-ci s'endormit. Le téléphone sonna silencieusement. Elle regarda. Le numéro était masqué. Elle répondit « J'écoute. » « Bonjour, fit une voix familière. « Peut-être, qui êtes-vous ? La voix est familière, mais je ne reconnais pas. Je vous avais appelé pour me plaindre que j'aimais Jérôme et qu'il ne pouvait pas me rejoindre à cause du bébé. Et que voulez-vous ? Je l'ai mis dehors, il est libre. J'ai déjà déposé une demande de divorce. Je n'ai pas besoin de sa pension alimentaire. Je me débrouillerai toute seule. Vous savez, je n'ai pas besoin de lui. Je voudrais, comment dire, le rendre. Non, je voudrais que vous reconstituiez votre famille. » Agathe passa au tutoiement. « C'est-à-dire que tu l'as pris à l'essai ? La marchandise ne te convient pas et tu le retournes ? Peut-être que je dois aussi te payer une pénalité. Quelle pénalité ? Marchandise défectueuse. Pourquoi si grossière ? Nous ne nous convenons simplement pas, et vous êtes un couple idéal. » Agathe éclata de rire. « Un couple idéal. Écoute, tu entends au moins les bêtises que tu racontes ? Nous étions un couple idéal jusqu'à ce que tu te glisses dans son pantalon et jusqu'à ce qu'il essaie de coucher avec mon ami. »« Quel ami ? Demande-lui. S'il a oublié, demande-lui d'où lui vient le bleu qu'il avait récemment. Il a dit qu'il avait défendu une fille contre des voyous. Et je ne comprends pas pourquoi tu refuses la pension alimentaire. Je ne veux pas que ma fille, quand elle sera grande, puisse être obligée par ce parasite de l'entretenir, et il en viendra là. C'est-à-dire que tu ne le reprends pas ? Cette loque usagée et traînée ne m'intéresse pas. Mets-le en dépôt-vente, peut-être que quelqu'un l'achètera. Et ne m'appelle plus. Une dernière question ? Vas-y. Comment as-tu appelé ta fille ? Pour l'instant, c'est une surprise pour mon ami. Je l'ai quand même appelée Émilie. Merci. Pardon d'avoir détruit ta famille sans créer la mienne. Et je te dis, lui aussi a commencé à me tromper. Et tu as décidé de me le refiler. Au revoir. On sonna discrètement à la porte. Agathe s'approcha et regarda par le Judas. Jérôme se tenait là, avec un bouquet de roses rouges. Elle ouvrit la porte et se tint sur le seuil. Jérôme dit « Agathe, pardonne-moi, s'il te plaît. » À ce moment, quelqu'un resta coincé dans l'ascenseur à l'étage d'Agathe et demanda « Excusez-moi, notre ascenseur est bloqué. Pourriez-vous appeler de l'aide ? J'ai laissé mon portable chez moi. » Agathe, qui tenait son téléphone à la main, répondit « 1 minute, je vais appeler. Il y a un bouton d'appel d'ailleurs. » « Oui, j'appuie, mais ça ne sert à rien. » Agathe joignit le service de permanence et signala l'arrêt de l'ascenseur. On lui répondit qu'il serait là dans 15 minutes. Jérôme s'adressa enfin à Agathe. « Agathe, on peut parler ? » ?»« Parle. Tu ne me laisses même pas entrer dans l'appartement ? » ?»« Non, bien sûr. Ma fille dort là-dedans. Les affaires de mon ami sont posées partout. Tu vas encore voler quelque chose. Comment peux-tu penser ça ? Je ne pouvais penser beaucoup de choses sur toi. Ni que tu te glisserais dans le lit d'Émilie, ni que tu te trouverais une maîtresse et que tu prévoyais de l'épouser, ni que tu la trompes, elle aussi. Dis-moi une chose, pourquoi tu racontes toutes ces horreurs sur Émilie ? Je n'ai rien dit à personne. Et au chef de service du travail d'Émilie, qu'est-ce que tu lui as chanté ? Ce type, on s'est simplement croisé dans un bar. Je le connais un peu. Il s'est intéressé à mon œil au beurre noir. J'ai dit que je faisais l'amour avec Émilie et que son mari nous a surpris. Et il m'a frappé. Tu ne pouvais pas inventer. Et pourquoi il a pensé qu'elle était si accessible ? Peut-être que j'ai dit quelque chose de trop. J'étais saoul. Le résultat, tu sais quel est le résultat ? Ton copain, le chef de service, a été viré du travail. Sa femme l'a mis dehors et a demandé le divorce. La même chose est arrivée au directeur. Sauf que le directeur a trouvé du travail comme veilleur de nuit, parce que même ses amis lui ont tourné le dos. Pourquoi ils ont été virés ? Pour harcèlement sexuel. Et c'est toi qui as lancé le processus ? Bon, tout ça c'est du passé. Je suis venu te voir. Je suis rentré à la maison. Le retour de l'enfant prodigue. Écoute, fiston, dégage d'ici avant que j'appelle la police et reprends tes roses.
Ta maîtresse m'a déjà prévenu qu'elle n'avait pas besoin de toi non plus, et je ne suis pas un entrepôt de marchandises d'occasion. Sors d'ici, on se verra au tribunal. Mais Agathe, ma chérie, pardon. Je t'ai tout dit, et n'essaie même pas de frapper à la porte. Que Dieu te garde si tu réveilles ma fille. Agathe ferma la porte. Son cœur battait la chamade, mais en se calmant et en réfléchissant, elle comprit qu'elle ne pouvait agir autrement. Si elle lui pardonnait, Jérôme recommencerait à courir après ses conquêtes. 1 heure plus tard, Agathe prit le bébé et sortit se promener. Le landau encombrant, très pratique pour l'enfant, refusait de descendre l'escalier. Depuis l'ascenseur, il fallait encore franchir 2 volets de marche avant de sortir. À ce moment, l'ascenseur s'ouvrit et un voisin des étages supérieurs en sortit. Un homme séduisant, élancé et bien bâti apparut récemment dans leur immeuble. Voyant Agathe, il s'approcha, prit le landau et le porta délicatement dehors. « Merci beaucoup. Impossible de maîtriser cet escalier et il n'y a pas de rampe. De rien et merci à vous. Merci pourquoi? D'avoir appelé le dépanneur. Leur bouton d'appel ne marchait vraiment pas. Où allez-vous maintenant? Je vais juste me promener avec le bébé. Mais c'est parfait. Moi aussi je suis sorti me promener, respirer l'air frais du printemps. Ça ne vous dérange pas si je vous accompagne? Non, pas du tout. Alors laissez-moi pousser le landau. C'est une affaire d'homme. Et moi? Marchez à côté. Et d'ailleurs, passons au tutoiement. Tu t'appelles Agathe, si j'ai bien compris. Oui. Et ma fille? Elle s'appelle Émilie, Victoire. C'est un prénom magnifique pour une fille. Et moi, je m'appelle Fabien, du grec, victorieux. Comment tu connais mon prénom? Excuse-moi, Agathe, j'étais coincé dans l'ascenseur et j'ai involontairement entendu ta conversation avec ton mari. Ça s'est mal passé avec lui, mais on ne pardonne pas aux traîtres. Ça m'est arrivé aussi avec ma femme. Pendant que je servais sur la nouvelle terre, elle m'a trouvé un remplaçant. Vous avez divorcé? Oui, il y a longtemps. Des enfants? Non, pas d'enfants, mais j'aimerais beaucoup. Où travailles-tu? En fait, je suis jeune retraité. Ma pension est correcte et je suis ingénieur électronicien de formation. Je suis arrivé récemment sur la Grande Terre et je ne pense pas encore au travail. Je profite du repos et du beau temps. Ils se promenèrent longtemps dans la ville jusqu'à l'heure de nourrir le bébé. Ils rentrèrent. Et là, Fabien surprit à nouveau Agathe. Il prit le bébé dans ses bras et fit entrer le landau dans l'ascenseur après être monté lui-même. À la question « Pourquoi faire ainsi ?», il expliqua. Les ascenseurs sont équipés d'un dispositif de pesée de charge qui ne s'active qu'avec une charge supérieure à 15 kg. Si un petit enfant entre en premier, son poids peut ne pas suffire à activer le système et les portes se fermeront avant qu'un adulte puisse entrer. Cette situation peut effrayer le petit. C'est pourquoi un landau ne doit jamais se trouver dans l'ascenseur avec l'enfant dedans. Je ne savais pas. Dis-moi, le fait qu'une prise crépite quand on y enfonce une fiche, c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Le câblage va juste brûler l'appartement et peut-être même l'immeuble. Et tu dis que ce n'est pas grave? Agathe, je vais monter chez moi chercher des outils et je viens chez toi vérifier toutes les prises et resserrer les contacts. Ça peut vraiment provoquer un incendie. C'est gênant. Agathe, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, je t'aiderai avec plaisir. N'hésite pas, fais appel à moi. Un mois passa. Damien sortait de l'hôpital. Pendant tout ce mois, Émilie était restée dans sa chambre, refusant catégoriquement d'aller sans lui dans son appartement et craignant de le laisser seul. Agathe lui faisait passer du linge propre par le voisin Fabien, et les infirmières, avec l'autorisation de la responsable, l'autorisaient à se laver dans la douche de service. Enfin vint le moment où, habillé et rétabli, Damien, soutenu par le bras d'Émilie, sortit de l'hôpital. Ils prirent un taxi et rentrèrent à la maison. Émilie découvrit le nouvel appartement pour la première fois. Tout lui plut énormément, surtout la cuisine. Ils allèrent ensemble faire les courses, achetèrent des provisions et rentrèrent. Émilie prépara rapidement des amuse-bouches et diverses gourmandises. Et à l'heure convenue, Agathe, Fabien et la petite Émilie vinrent leur rendre visite. Fabien, évaluant la quantité de meubles à monter, proposa ses services, et les hommes se mirent aussitôt à assembler le lit. La vie reprenait son cours. Et c'est là que l'histoire se termine. En réfléchissant à voix haute, on peut dire combien est fragile parfois le monde que nous construisons, et comme un seul geste erroné,
Un jugement hâtif peut le détruire jusqu'aux fondations. Cette histoire rappelle que la confiance est un don inestimable, qu'on perd facilement et qu'il est incroyablement difficile de reconquérir. Elle nous apprend à ne pas tirer de conclusions en cédant au premier élan de colère et à donner une chance à ceux qui nous sont chers d'être entendus. Car l'amour véritable et l'amitié authentique peuvent surmonter toutes les épreuves, renaître même des cendres des rancœurs et finalement vaincre le mensonge et la trahison, nous rendant seulement plus forts.